Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance et désormais il est l'heure de retrouver notre invité, monsieur Jean-Marie Serroni. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour, merci monsieur Serroni d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes ingénieur agronome, expert comptable, consultant agroéconomiste chez SAS Champs d'Avenir et que vous êtes avec nous aujourd'hui pour commenter le compte provisoire de l'agriculture pour la saison, pour l'exercice 2022. Monsieur Serroni, ma première question, dans quel contexte ont été analysés les comptes provisoires de l'agriculture ? Eh bien, on est dans un contexte assez exceptionnel. Tous les ans, la Commission des comptes de la Nation examine en milieu d'année quelles ont été la situation de l'année précédente, et on est dans un contexte tout à fait exceptionnel. À la fois, on va le voir sur les résultats des comptes, mais sur le contexte dans lequel ils se sont passés. D'une part, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a complètement perturbé à la fois les marchés d'exportation de céréales, puisque l'Ukraine était un gros fournisseur du marché. Les choses, après, petit à petit, ont retrouvé une certaine fluidité par l'accord sur la Méditerranée, mais tout a été bousculé, les prix ont flambé. Et deuxième élément, la Russie et l'Ukraine étant des gros fournisseurs pour l'agriculture, à la fois concernant la Russie sur l'énergie, sur le gaz, les prix ont flambé. Et Russie, Biélorussie et Ukraine étaient aussi surtout Russie et Biélorussie étaient des grands fournisseurs d'engrais. D'engrais azotés, mais aussi d'engrais potassiques. Et donc, les engrais aussi ont flambé. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément de contexte aussi exceptionnel, ça a été l'aspect climatique, où nous avons connu donc une sécheresse assez importante en milieu d'année, et d'autre part des problèmes sanitaires, puisqu'on a eu la crise, la grippe aviaire, et donc qui a perturbé la production de volailles. Donc on a à la fois des contextes de prix et des contextes de volume tout à fait exceptionnels. Alors exactement. Ce qui nous donne une année en termes de résultats, elle aussi exceptionnelle, et auquel, en tout début d'année, on ne s'attendait pas trop que l'année soit aussi bonne. L'année, et on a battu tous les records. Le chiffre d'affaires, la production a augmenté de 16%. Ça veut dire que sur 2 ans, puisque 2021 avait déjà été une bonne année, ça aussi c'est exceptionnel d'avoir 2 bonnes années de suite, 2 bonnes années de suite. Alors, en 2 ans, je ne sais pas si on mesure, en 2 ans, la production en valeur a augmenté d'un quart. 25%. Alors effectivement, c'est très important, c'est quasiment du jamais vu. Pour autant... C'est du jamais vu. Ça fait 40 ans que je travaille dans le monde agricole, j'ai jamais vu ça. Eh bien écoutez, c'est donc notable. Pour autant, il y a une profonde dichotomie entre la valeur et les volumes de la production, puisque quand la valeur prenait, vous le dites, 2 années de suite près de 25%, les volumes, eux, ont très clairement reculé. Comment est-ce qu'on explique cette dichotomie ? Alors, la valeur, elle a augmenté de par les perturbations sur les marchés. On l'a vu. On verra que les charges aussi ont augmenté. Mais les volumes, c'est lié au contexte climatique. Et il faut faire attention sur les volumes, parce que quand on regarde, on dit que par exemple en production végétale, on a baissé de 11%, ce qui est beaucoup. Mais ça fait suite à une année 2021 qui avait été très bonne. Et en 2021 par rapport à 2020 avait monté de 18%. Donc il faut faire attention, on est très dépendant du climat. Si on regarde en production végétale, donc les prix ont augmenté de 17%, donc c'est de 30% en 2 ans. Par contre, les volumes ont baissé de 11%, liés à notamment la mauvaise récolte céréalière, ou la pas très bonne récolte céréalière. On avait eu des récoltes bien plus basses certaines années. Mais par exemple, si on regarde le vin, la production a augmenté 35%. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'en 2022, il y avait eu le gel en 2021, il y avait eu le gel au printemps. Donc en 2021, la production avait baissé de 17%. Donc il faut faire attention, il faut lisser sur plusieurs années pour voir les évolutions. Et le vin de Champagne, par exemple, la production a doublé en 2022. En production animale,
En valeur, c'est pareil, ça a à peu près augmenté de 17%, ça a baissé de 5% en volume. C'est à la fois l'effet de la volaille qui est là et qui est conjoncturel, puis il y a un effet plus structurel qui est de plus long terme, c'est la baisse régulière du troupeau bovin. Très clair. Et les charges, de leur côté, elles ont augmenté de 16%. Donc ça veut dire qu'au bout du bout, la valeur ajoutée va augmenter, hein, puisque les charges augmentent moins que les produits. Mais ces 16% en valeur, ce qu'il faut voir, c'est que les prix des charges ont augmenté de 22%. Il y a le prix de l'énergie, qui en agriculture n'a pas un poids phénoménal, il a un poids indirect qu'on retrouve au niveau des engrais. Donc les prix ont augmenté de 22% et la valeur de 16%, ça veut dire que le volume a baissé. Ça veut dire qu'on a utilisé moins de produits, et surtout c'est surtout les engrais qui ont baissé de 13%, parce que d'une part, les agriculteurs ont fait des économies comme le prix avait parfois triplé, et puis on a eu quelques problèmes d'approvisionnement. Et l'aliment du bétail aussi a baissé, notamment par la diminution de la production de volailles. Donc au bout du bout, une très bonne année, faut pas avoir peur des mots, une très bonne année 2022 sur des bases totalement exceptionnelles, hein, une augmentation du prix extrêmement forte et pour une deuxième année consécutive, des volumes qui n'étaient pas tout à fait à la hauteur, et donc une valeur ajoutée qui a augmenté de 17%. Je crois que c'est la courbe qui est à l'écran, et on voit bien que c'est la courbe bleue. La courbe bleue augmente, c'est la valeur ajoutée, et on voit que c'est pas l'effet volume, la courbe rouge, c'est pas l'effet volume qui est stable depuis 20 ans pratiquement. Hein, la production ne baisse pas, mais elle n'augmente pas, et c'est l'effet prix. C'est la courbe jaune, l'effet prix qui lui est favorable depuis 4 ou 5 ans à la production agricole. Oui, on verra tout à l'heure que ça a aussi des effets négatifs puisque ça joue sur les prix à la consommation. Oui, tout à fait, ça joue sur les prix à la consommation, donc l'inflation qui, écoutez, un phénomène positif pour les agriculteurs, mais évidemment moins pour les consommateurs. Du coup, on va répondre à cette question, Monsieur Serroni. Est-ce que 2022, après 2021, maintenant 2022, est-ce qu'on peut parler réellement de crise de l'agriculture par la force des choses ? Alors, on peut regarder la diapositive, le graphique suivant, qui est la valeur ajoutée par actif. C'est-à-dire si on divise la valeur ajoutée par ce qu'on appelle dans le jargon technocratique agricole, par actif non salarié, c'est-à-dire en fait par agriculteur. Hein, et c'est corrigé de l'inflation. Donc l'inflation ne joue pas. C'est la courbe jaune. Et on voit que depuis 10 ans, on est en tendance en augmentation. Donc le revenu, enfin la valeur ajoutée brute, alors je traduis de manière un peu simpliste, le revenu a quasiment doublé depuis 10 ans, en moyenne, avec une tendance favorable. Mais dans le même temps, le nombre d'agriculteurs a baissé. Voilà, ça augmente, alors que la valeur ajoutée, sauf depuis 2 ans, n'augmente pas, parce que la même production est faite par un nombre plus faible d'agriculteurs, qui est compensé en partie par un nombre plus important de salariés. Mais donc, il y a une augmentation de la productivité du travail qui fait que l'on produit autant avec moins de personnes. Et donc, un revenu, une valeur ajoutée qui augmente fortement, corrigée de l'inflation. Pour autant, on parle de crise agricole. Quand on regarde ce graphique, n'importe quel secteur économique envierait l'agriculture. C'est très contre-intuitif par rapport au message que l'on entend. D'où vient la difficulté ? La difficulté vient que, on voit bien que si on regarde avant 2010, on avait une évolution qui n'était pas très favorable, mais il n'y avait pas d'à-coups. Quand on regarde depuis 2010 ou 2005, on a des à-coups extrêmement importants qui sont liés à la dérégulation sur les marchés, mais qui au final est favorable puisqu'elle conduit à une augmentation, mais il y a des années où ça baisse. Et le changement climatique fait aussi des variations de rendement beaucoup plus importantes. Un gel printanier assez tardif sur la vigne, c'est une catastrophe. On l'avait peu avant. Maintenant, on l'a plus souvent. Des sécheresses estivales, on a ça plus souvent. Donc, les choses sont beaucoup plus variables. Ce qui fait que un agriculteur, qui a une valeur ajoutée, qui est favorable, qui a une dynamique, 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 qui est favorable, qui
va savoir s'adapter plus vite qu'un autre, à la fois aux aspects techniques, aux aspects de protection par rapport aux événements climatiques, aux effets de savoir acheter quand il faut. Les prix d'achat des engrais, par exemple, sur l'année précédente, suivant le moment où on a acheté ces engrais, l'impact n'est pas le même, et le moment où on vend, puisque les produits de vente aussi varient beaucoup. Donc il y a des gens qui s'en sortent beaucoup mieux qu'avant et qui gagnent plus d'argent qu'avant, et il y a des gens qui, au contraire, n'y arrivent pas et perdent plus d'argent qu'avant. Quand on voit ces variations d'une année sur l'autre, on ne peut plus gérer son exploitation comme on l'a géré quand j'ai démarré ma carrière il y a 40 ans. Et donc, c'est ça la crise agricole. Et une des réponses, notamment, c'est de mieux accompagner les agriculteurs dans ce changement de, j'allais dire brutal, non, on voit que c'est depuis 10 ans, mais de ce changement important de contexte. Alors, on l'a bien vu, effectivement, donc on l'a bien compris, 2021, une année très bonne, 2022, une année exceptionnelle. Quid de 2023, Monsieur Serroni? Alors, je vais reprendre une image boursière qui est familière à nos auditeurs. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Alors, on est à mi-parcours. Alors, on commence à voir la moisson, on a quand même des idées sur la moisson. Mais bon, je crois qu'on peut penser que 2023 sera moins bon que 2022. Hein, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, mais restera à un niveau, à mon avis, je m'avance, mais à mon avis, un niveau plutôt bon. On ne reviendra pas au niveau de 2019 ou 2020. Si on regarde la moisson d'orge doit être déjà vraiment quasiment terminée. On est à plus 5% par rapport à la moyenne décennale, on est à 68 quintaux. Sur le blé, pour les estimations des professionnels du syndicat majoritaire, la GPB, donc c'est 75 quintaux. Donc plus 5% aussi par rapport à la moyenne. Donc, mais par contre, avec des écarts, bien sûr, entre les régions et entre en fonction des pluies d'orage, etc., même au niveau des micro-régions. Au niveau des prix, les prix sont nettement moins élevés que l'an dernier, mais l'an dernier, ils étaient totalement exceptionnels. Mais en même temps, le prix des charges a baissé, tout en faisant attention dans le raisonnement. Je caricature, mais en matière agricole, on récolte au prix de l'année N, et souvent les charges, elles ont été payées au prix de l'année N-1. Donc cette année, on a des charges qui auront été payées à un niveau plus élevé qu'elles ne le sont aujourd'hui, puisque je sème mon blé au mois de septembre-octobre, et je le récolte au mois de juillet l'année suivante. Et donc j'ai mes charges au prix de l'année précédente. Donc c'est assez compliqué et hasardeux de faire des prévisions. Et sur le prix des céréales, tout va dépendre. L'accord sur l'exportation par la Méditerranée qui est à échéance dans une semaine avec les Russes. Et vu le contexte géopolitique et militaire, on ne sait pas du tout comment les choses vont se passer. Par contre, ce sur quoi on peut aussi s'avancer, on n'a pas de résultats détaillés même sur 2022, mais je suis absolument certain que les écarts entre les exploitations vont encore augmenter. Il ne peut pas en être autrement, puisque les prix auront beaucoup varié au cours de la campagne. Donc il y a des gens qui vont s'en être bien sortis. Sur la campagne prochaine, ça va être pareil. Il y a des agriculteurs qui ont pu prendre des positions sur les marchés à terme à l'automne dernier à des prix élevés, beaucoup plus élevés qu'aujourd'hui. Donc ceux-là bénéficieront d'un avantage. Donc on aura des écarts beaucoup plus importants, ça me paraît évident. Les écarts seront beaucoup plus importants, mais donc est-ce que ce que vous nous dites, c'est qu'en gros 2023 sera mécaniquement moins bon que 2022 de par les effets de masse que vous nous avez présentés, mais est-ce que par la force des choses, avec ce décalage de paiement des charges également, que vous nous avez bien fait comprendre, eh bien on peut s'attendre à ce que 2024, toute proportion gardée, tout égal par ailleurs, etc., 2024 soit meilleur que 2023. Est-ce qu'on peut déjà faire de la prospective à ce niveau-là? Tout va dépendre. Au niveau des charges, on peut dire ce que vous dites. Mais après, au niveau des produits, quels seront les contextes de marché? Non, on ne peut pas, là, aujourd'hui, ça me paraît très hasardeux. Et j'ai parlé des cultures, mais si je parle de l'élevage, par exemple, la production laitière, la collecte laitière est en légère baisse cette année, mais les prix sont meilleurs que l'année dernière.
On est à plus 10% au niveau des prix pour des coûts d'intrants qui n'ont pas dû beaucoup bouger et une collée qui a baissé de 2%. Donc ça veut dire que la situation laitière en 2023 sera sûrement meilleure qu'en 2022. Et en bovin, les prix se maintiennent à un niveau élevé. Les prix bovins de l'année dernière, il y a beaucoup d'agriculteurs qui n'avaient jamais connu ces prix de toute leur carrière. Alors, il y a un graphique sur lequel j'aimerais qu'on revienne avec vous, corroboré par le dernier rapport de l'OCDE et de la FAO. La FAO, c'est l'organisation, la branche aide alimentaire de l'ONU, qui, quand ils font de la prospective, expliquent que la consommation va baisser drastiquement et la consommation alimentaire notamment. Le graphique qu'on va vous présenter le montre de façon totalement ahurissante. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène selon vous et est-ce qu'il va durer comme le suppose l'OCDE ? Alors, en ce qui me concerne, moi donc, je suis agronome, moi, j'ai fait une partie de ma carrière sur le terrain dans la production, puis là maintenant je suis plus sur les questions économiques, d'où le titre d'agroéconomiste. C'est un graphique qui personnellement est pour moi une grosse source d'inquiétude. Vous regardez la courbe rouge, qui est la consommation mensuelle alimentaire. Vous voyez qu'on avait une hausse avec des pentes un petit peu différentes, mais en gros jusqu'en 2017-2018. Depuis, il y a eu des soubresauts, notamment liés à la crise, mais par contre, depuis 2020, on a une chute, et là, sur les comment dire, au mois de mai, donc quasiment aujourd'hui, si on compare sur un an, on a une baisse de quasiment 10% de la consommation. Je crois même qu'on doit être légèrement au-dessus de 10%. Et une augmentation de 15% des prix sur la consommation alimentaire, qui est le double de l'indice des prix, même un peu plus que le double. Donc ça, c'est très inquiétant, parce qu'une baisse de 10% de la consommation, ça veut dire 10% du marché intérieur qui s'envole. Le raisonnement que je vais faire, il est simpliste, il est faux, il est trop primaire, mais il y a 400 000 exploitations en France. 10%, ça veut dire 40 000. En moins, vous voulez dire. C'est pas comme ça que ça se passe, parce qu'il y a l'export, etc. Mais c'est considérable. D'où ça vient ? Il y a, je crois, 3 phénomènes. On dit souvent c'est lié à la hausse des prix. Oui, bien sûr. En même temps, ça avait commencé avant. Donc, il n'y a pas que ça. Il y a un deuxième phénomène qui est, et là on n'en est pas sûr quand on lit les experts, moi je ne suis pas un expert de la consommation, mais vraisemblablement on commence à voir l'effet du vieillissement et l'effet de la moindre augmentation de population. Parce que si on consomme moins par unité, par personne, et qu'on est de plus en plus nombreux, la consommation augmente. C'est ce qu'on voyait dans les années précédentes. Mais comme là, la population augmente beaucoup moins, on est à 1,8 enfants par femme aujourd'hui en France, et encore on est beaucoup plus que dans le reste de l'Europe, où on est 1,5 en moyenne en Europe. Et donc cette population qui baisse, la consommation baisse. Et comme on vieillit, en plus on consomme différemment. Donc là c'est un élément structurel. Autant l'effet de prix peut être un élément conjoncturel, qu'on peut dire qui se corrige, même s'il y a des effets de longue traîne. Mais l'effet de la structure d'âge va beaucoup jouer de manière permanente. Et puis, le troisième élément, c'est qu'il y a une part de plus en plus importante de consommation qui est faite dans la restauration. Et les chiffres sont moins bien connus que ce qui se passe dans le commerce. Donc, il peut y avoir un petit effet de ce côté-là. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que l'augmentation importante des prix se traduit par une baisse de consommation. Donc ça, c'est dangereux pour la suite. Ça renforce la nécessité pour l'agriculture française d'être présent à l'export, de ne pas négliger l'export. On doit exporter à peu près 30% en valeur, avec beaucoup de vins et spiritueux, mais pas que. Pour compenser des produits laitiers, on exporte des céréales. Pour compenser la perte de consommation intérieure. Et puis, donc ça, c'est un élément. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de voir
et là j'ai pas d'illustration, mais de voir que la répartition du prix dans la chaîne alimentaire, depuis 1 an ou 2, a changé. Les prix aux consommateurs, je dis, ont augmenté de 14 ou 15%. Les prix à la sortie de l'industrie agricole agroalimentaire ont augmenté, d'après l'INSEE, de 18%. Donc il y a eu un effet tampon par la grande distribution sur l'augmentation de la matière. Ça, il ne faut pas qu'on en soit dupe de cet aspect-là. Et quand on regarde que les prix à la production ont augmenté de 16-17% en valeur et qu'ils ont augmenté 18% à la sortie de l'industrie agroalimentaire, ça veut dire que l'industrie agroalimentaire, et je crois que c'était le graphique précédent, a augmenté ses marges sur la période. Et ils en avaient besoin parce que depuis quelques années, leur taux de marge avait considérablement baissé, ce qui rendait une partie de notre industrie, ce qui risquait de rendre une partie de notre industrie obsolète. Donc là, il y a eu un effet de rattrapage. Maintenant, c'est toute l'action aussi du gouvernement d'arriver à faire, comment dire, un peu baisser ses prix. Notamment, il y a eu une hausse de prix qui n'était pas complètement corrélée, qui était surévaluée par rapport à l'augmentation des coûts de production. Très clair. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup, Monsieur Seroni, pour toutes vos explications, votre temps et vos explications. Je rappelle que Jean-Marie Seroni, vous êtes ingénieur agronome, expert comptable et consultant agroéconomiste chez SAS Champs d'Avenir. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Monsieur Seroni.